Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, ce qu'il faut retenir en chimie organique. Bonjour à tous. Alors normalement à ce stade tu es capable d'une part de reconnaître les principaux groupes fonctionnels rencontrés en chimie organique, soit les alcools, les amines, les esters, etc. Tu es capable de lire et d'écrire des structures simples dans différents types de représentations, soit à 3 dimensions, soit à 2 dimensions. Et tu as compris le principe de la stéréochimie, notamment autour du carbone, c'est-à-dire les différentes possibilités qu'on va avoir pour organiser ces substituants dans l'espace. Et maintenant on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau électronique. Car c'est là que tout va se jouer et tu vas voir que il n'y a vraiment absolument rien de sorcier dans tout ça. Alors la chimie organique, comme je viens de le dire, c'est une simple histoire d'électrons et c'est uniquement ça qu'on va regarder dans les mécanismes réactionnels, c'est-à-dire de manière à savoir comment les molécules vont se comporter l'une avec l'autre lorsqu'on va les mettre en contact. La première chose la plus importante à savoir, j'espère que tu le sais, c'est que toute liaison entre deux atomes, elle est constituée uniquement de deux électrons. Un électron apporté par chacun des deux atomes qui constituent la liaison. C'est-à-dire ici, dans le cas de l'hydrogène, par exemple, chaque atome d'hydrogène possède un électron célibataire qu'ils vont pouvoir mettre en commun, de manière à former ce qu'on appelle une liaison covalente, ce qu'on appelle également le doublet non liant. Donc le lien du mariage ici, c'est cette liaison covalente, ce doublet non liant. Donc deux électrons mis en commun, un apporté par un atome d'hydrogène, l'autre par l'autre atome d'hydrogène. Et à partir de là, les choses sont relativement simples. Tu auras juste à savoir maintenant comment chacun des deux atomes de la liaison va se comporter vis-à-vis des électrons de cette liaison-là. Ça va te permettre, dans un premier temps, de déterminer la force de la liaison solide ou liaison fragile, et ça va te permettre de savoir ce que les deux électrons vont devenir en cas de rupture de cette liaison. Si un élément extérieur vient perturber le couple, et bien ces deux électrons-là, où est-ce qu'ils vont partir, avec lequel des deux atomes est-ce qu'ils vont partir. Et là aussi, à partir de là, c'est très simple, il n'y a que deux possibilités de toute façon. Soit les deux atomes s'entendent parfaitement l'un avec l'autre, dans ce cas-là, tu as affaire à une liaison solide, relativement difficile à rompre, soit ils ne s'entendent pas. Il y a un des deux atomes du couple qui est beaucoup plus électro-attracteur, qui va tirer les électrons à lui. Dans ce cas, tu vas avoir affaire à ce qu'on appelle une liaison fragile. Toujours une liaison covalente, mais une liaison qui est fragile. Donc ici, tout va bien dans le meilleur des mondes, sur une liaison covalente solide. Dans ce cas-là, ça sent mauvais, ça sent le divorce. Et dans le monde atomique, eh bien, il n'y a pas, la plupart du temps, il n'y a pas de garde alternée. Les deux électrons vont partir avec l'élément le plus fort du couple et l'autre partira sans rien du tout. Alors pourquoi les atomes se comportent de manière différente vis-à-vis des électrons de doublets liants ou non liants? Eh bien la réponse elle est simple, c'est ce qu'on appelle l'électronégativité. L'électronégativité c'est quoi? C'est simplement le pouvoir d'attraction d'un atome, plus particulièrement de son noyau, face aux électrons de liaison ou de doublets non liants. Et cette électronégativité-là, comment elle évolue dans la classification périodique? Je te présente juste ici une classification périodique simplifiée, mais la variation de l'électronégativité, elle est valable dans la classification, dans le tableau complet. Okay. Et cette électronégativité, comment elle évolue? Elle va évoluer dans une ligne, lorsque tu te déplaces de la gauche vers la droite, l'électronégativité va augmenter. Et dans une colonne, de bas en haut, l'électronégativité va augmenter également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet élément ici, tout en bas à gauche de la classification, va être l'élément le moins électronégatif, c'est-à-dire que lui, il va très faiblement attirer les électrons, il va d'ailleurs plutôt avoir tendance à se séparer d'électrons, c'est le cas pour tous les atomes qui sont situés sur la gauche de la classification. On va même plutôt dire que ces éléments sont électropositifs, c'est-à-dire qu'ils veulent donner des électrons aux voisins. Et en face, tout en haut, à droite, tu vas voir l'élément le plus électroattracteur, c'est le fluor, comme tous les éléments de la colonne des halogènes qui sont très électroattracteurs. C'est l'élément qui va être le plus gourmand en électrons, donc qui a l'électronégativité la plus importante. Tu peux comparer ça simplement à des aimants, avec un aimant ici relativement peu puissant et l'élément le plus puissant qui est situé ici au niveau du fluor. Pas la peine de connaître les valeurs d'électronégativité sur tous les éléments de la classification, ça n'a aucun intérêt. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de retenir uniquement
ce post-it ici, à savoir ces quelques éléments qu'on va rencontrer extrêmement fréquemment, hydrogène, carbone, azote, oxygène et fluor, donc d'une manière générale ici les halogènes, avec une augmentation de l'électronégativité de la gauche vers la droite, c'est-à-dire que le fluor est beaucoup plus fort pour attirer les électrons que l'oxygène, lui-même plus fort que l'azote, lui-même plus fort que le carbone, et le carbone un tout petit peu plus fort que l'hydrogène. Donc si tu retiens uniquement ça, ça suffit largement pour anticiper tous les mécanismes et les mouvements d'électrons qu'on va pouvoir voir ensemble par la suite. Alors rapidement et pour faire simple, d'où vient cette différence d'électronégativité entre les atomes? Prenons le cas du carbone et de l'oxygène par exemple. Comme tu le sais normalement, tu l'as vu en physique, les charges s'attirent, c'est-à-dire une charge plus va attirer une charge moins et inversement. Et tu sais également que les atomes sont constitués de manière simplifiée d'un noyau chargé positivement, ce sont les protons, et puis autour desquels vont graviter un certain nombre d'électrons, ça va dépendre de l'élément considéré. Et comme on l'a vu nous, ce qui nous intéresse ce sont bien entendu les électrons, et plus particulièrement les électrons des couches extérieures sur les atomes, donc c'est ceux qui sont représentés en rouge ici, 4 pour le carbone et 6 pour l'oxygène. Ces 4 électrons et ces 6 électrons gravitent à peu près à égale distance du noyau dans le cas du carbone et de l'oxygène, sauf que pour l'oxygène, la charge positive est beaucoup plus importante au niveau du noyau, puisqu'on a 8 protons dans le cas de l'oxygène, alors qu'on n'en a que 6 au niveau du carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les électrons, si tu te mets à la place d'un électron rouge ici ou là, eh bien la force d'attraction de la charge positive dans le cas de l'oxygène va être beaucoup plus importante que dans le cas du carbone. Donc c'est tout simplement ça, l'électronégativité, en tout cas la différence qui va apparaître entre deux atomes. On peut comparer ça par exemple à la gravité, ça veut dire que au niveau de la planète carbone, eh bien, la gravité va être beaucoup plus faible qu'au niveau de la planète oxygène. C'est exactement la même chose. Donc le résultat de ça, ça veut dire l'oxygène va être plus électroattracteur, donc son électronégativité est plus importante que le carbone. Donc son pouvoir d'attraction, on l'a dit, va être plus fort pour les électrons de la couche externe, et ça va être le cas pour les électrons des doublets liants et des doublets non liants autour de l'oxygène. Donc ce sera beaucoup plus difficile de t'éloigner de l'oxygène si tu as un électron à proximité de cet atome. Et quelles conséquences ça va avoir sur une liaison carbone-oxygène? Donc chacun a mis en commun un électron pour faire la liaison covalente, c'est le doublet non liant. Donc là on a le couple carbone-oxygène. La conséquence, ça va être une répartition non équitable des électrons, c'est-à-dire que l'oxygène étant beaucoup plus électroattracteur, la force d'attraction du noyau étant beaucoup plus grande, et bien, dès que le carbone met son électron en commun avec l'oxygène va aspirer les deux électrons de la liaison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on va avoir affaire à une liaison qui va être fragilisée, et on a affaire à un groupement réactif. Pourquoi réactif? Parce que l'oxygène a aspiré les deux électrons de la liaison, il devient donc un élément riche, alors que le carbone a perdu l'électron qu'il a mis en commun, il devient pauvre. Et dans ce cas-là, on a une liaison fragile, c'est ce qu'on a vu juste avant. Et sur une liaison de ce type-là, si à l'extérieur, un élément vient perturber le couple carbone-oxygène, il y a de fortes chances que cette liaison-là soit rompue en faveur de l'oxygène qui partira avec les deux électrons. Alors pour conclure sur cette petite vidéo concernant cette introduction aux effets électroniques, tu vois que les choses sont relativement simples. Grâce au raisonnement qu'on a vu ensemble, eh bien, tu sais maintenant où sont situés les électrons au sein de la liaison. Et ça, c'est dû uniquement à la différence d'électronégativité entre les atomes qui vont constituer la liaison, c'est-à-dire la force que va avoir tel ou tel atome pour attirer à lui les électrons. Et à partir de là, tu vas savoir, en cas de rupture de la liaison, où vont aller se balader ces deux électrons-là. Est-ce qu'ils vont rester avec un atome ou plutôt avec l'autre? Donc en réalité, ce qui est important à retenir, c'est que tout va se jouer sur un déséquilibre électronique au sein des liaisons. Et on se rend vite compte que si ce déséquilibre n'existait pas, c'est-à-dire que tous les atomes se partageaient les électrons de manière équitable, eh bien il ne se passerait pas grand-chose, il ne se passerait même rien du tout, car la vie carrément n'existerait même pas, et tu ne serais pas là en train d'essayer de comprendre ce cours de chimie organique.